Bonjour et bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur TypeScript et plus spécifiquement sur les génériques en s'appuyant sur des extraits d'un chapitre dédié. Notre objectif, c'est de comprendre comment ces génériques nous offrent cette fameuse combinaison entre la flexibilité qu'on aime dans JavaScript et la sécurité des types statiques de TypeScript. On va voir comment ils nous aident à décrire des relations parfois complexes et à structurer du code, même quand on ne connaît pas encore tous les types de données. C'est un peu la clé pour aller plus loin avec TypeScript. Alors, allons-y. On a souvent ce cas, non? On se retrouve avec deux fonctions quasi identiques, par exemple, une qui vérifie si une langue est dispo, une autre si un élément HTML est permis. C'est répétitif. Tout à fait. Et c'est pile là que les génériques deviennent intéressants. Au lieu d'avoir 2, 3, n fonctions, c'est comme un paramètre de type, un placeholder si on veut. La fonction prend un objet obj, de ce type obj justement, et une clé key. Et là, la petite magie, c'est le prédicat de type key is key of obj. Si la fonction retourne true, alors TypeScript comprend que cette key est bien une clé valide pour cet objet-là. D'accord. Du coup, on garde la flexibilité, mais on a aussi l'info de type, ce qui rend l'accès genre collection langue complètement sûr. Et le bonus, c'est que TypeScript, la plupart du temps, il devine même tout seul le type obj quand on appelle la fonction. Ah oui, je vois. Ça simplifie pas mal et ça sécurise en même temps. Et imaginons une fonction où le type d'un argument doit correspondre précisément au type d'un autre argument passé avant. Genre une fonction fetchFile qui prend une liste d'URL et une clé. On voudrait être sûr que la clé fait bien partie de cette liste précise, pas juste une chaîne quelconque. Exactement le même genre de problème. Et même solution, les génériques avec contrainte. On écrirait quelque chose comme fetchFileList extends URLList, URLs, list, key of list. Ok, décortiquons ça. List extends URL list. Ça signifie que le type list qu'on passera doit être compatible avec URLList. Ça peut être URLList lui-même ou un sous-type. D'accord. Et key.keyOfList, ça assure que la key fournie doit être une des clés valides de la liste spécifique qu'on a passée en premier argument. Donc si j'appelle fetchFile mes langues, italiano, et que italiano n'est pas une clé de mes langues, TypeScript va râler. Il dira erreur, italiano n'est pas une clé de type langue. C'est ça la sécurité. On peut même pousser le bouchon plus loin avec d'autres génériques, genre keys extends key of list, pour être encore plus fin sur les clés acceptées et ce que la fonction retourne. Ça évite des vérifications inutiles après. très clair. Ça montre bien l'avantage par rapport à l'utilisation un peu fourre-tout de any ou même unknown. Prenons une fonction toute simple, identity, celle qui retourne juste ce qu'on lui donne. Quelle est la différence fondamentale? La différence, elle est énorme en fait, c'est la conservation de l'information de type. Si on écrit identity.value.any any, on met une chaîne, on récupère any. On met un nombre, on récupère any. Le type précis est perdu. Oui, on sait plus ce que c'est. T. Si on lui passe, disons, la chaîne bonjour, la fonction retourne quelque chose qui est de type string. Et même mieux, TypeScript sait souvent que c'est précisément bonjour. Ah oui, d'accord. Le générique T capture le type exact de l'entrée T et le propage à la sortie. C'est ça qui est puissant. On crée des fonctions qui marchent pour tout, mais qui respectent la spécificité de chaque type. Je comprends mieux. C'est fondamental. Parfois, par contre, TypeScript nous sort des erreurs. Un peu cryptiques. J'ai déjà vu passer un truc du genre pourrait être instancié avec un sous-type différent de la contrainte. Ça arrive typiquement avec les génériques, c'est ça? Dans une fonction reset, par exemple, qui prend un filtre et doit retourner un filtre du même type. Oui, c'est un cas classique et assez subtil. Cette erreur, elle nous protège d'un problème lié au sous-type. Imagine un type de base filter qui est juste, disons, une propriété rules string. Ok. Maintenant, un utilisateur de notre fonction reset pourrait très bien lui passer un myAdvancedFilter qui est un filter. Il a rules, mais qui a aussi une propriété en plus, genre color string. D'accord, un sous-type plus spécifique. Exactement. Si notre fonction reset fExtensFilter se contente de créer et retourner un tout nouvel objet rules.reset, elle retourne bien quelque chose qui respecte la contrainte filter. Mais elle a créé un filter de base. Elle a perdu l'information color qui était spécifique au myAdvancedFilter qu'on lui a donné. Le type f attendu en retour n'est pas respecté dans ce cas précis. Ah, je vois le problème. On écrase la spécificité du sous-type. C'est ça.
D'où l'erreur. Pour que ça marche, il faut que le code à l'intérieur de la fonction soit compatible avec les sous-types. Souvent, la solution, c'est de ne pas créer un objet de zéro, mais plutôt de cloner l'objet reçu, un filter, pour garder sa nature de sous-type F, et ensuite seulement modifier les propriétés qu'on veut réinitialiser, comme rules. D'accord. Cloner pour préserver le type exact F, puis modifier. Astucieux. Changeons de sujet. Imaginons un modèle de données qui évolue. Une liste de jouets, toy, avec différentes sortes, puzzle, poupées, etc. Si on a une fonction grouped toy qui les regroupe par sorte, kind, et qu'on ajoute un nouveau type de jouet, comme brique, il faudrait penser à mettre à jour à la main le type qui décrit le résultat grouped toys et probablement aussi la logique de la fonction. C'est pas top pour la maintenance. Non, c'est clair. Et là, on a un autre outil puissant de TypeScript, les mapped types. On peut définir le type grouped toys de manière dynamique à partir du type toy lui-même, quelque chose comme type grouped toys égale crochet k in toy kind deux points toys. Waouh! Qu'est-ce que ça signifie cette syntaxe K in toy kind? Exactement. Plus besoin d'y toucher. C'est le type qui s'adapte aux données. On peut même généraliser ça avec un type utilitaire, group collection, selector, et utiliser des helpers comme partial t pour gérer les options. Ça simplifie énormément la maintenance face aux évolutions du modèle. Très fort. Autre scénario. On modifie un objet en cours d'exécution. On lui ajoute une propriété, par exemple checked true. Comment on peut dire au système de type que cet objet a changé, qu'il a maintenant cette propriété, sans devoir faire des if objet.checked partout après? Alors, on pourrait utiliser des assertions de type object as checked objet ou des prédicats if is checked objet, mais il y a plus direct, les signatures d'assertion. On peut créer une fonction, disons check t, obj t, assert objet is t and checked true. Assert objet is t. Ça ressemble au prédicat, mais avec assert. Oui, la différence clé, c'est que cette fonction ne retourne pas un booléen. Elle ne demande pas de if. Elle affirme à TypeScript « Fais-moi confiance, après l'appel de cette fonction, la variable obj que tu as suivie jusqu'ici a maintenant ce nouveau type plus précis, t et check.true. Donc, après check mon objet, TypeScript considérera mon objet comme ayant la propriété checked. Exactement. Pour tout le reste du bloc de code où mon objet est accessible. C'est très pratique pour marquer des objets après une opération sans la structure conditionnelle des prédicats. C'est inspiré de la fonction assert de Node.js, mais généralisé. Malin, ça évite la verbosité des is juste pour le type checking. Parlons un peu du DOM. Si on veut créer une fonction createElement pour générer des éléments HTML, l'idéal serait que si je demande la balise A, la fonction me retourne bien un HTML encore element et pas juste un HTML element générique. Et aussi qu'on puisse passer des propriétés optionnelles mais spécifiques à cette balise, comme href pour un lien A. Parfait cas d'usage pour ce qu'on appelle les type maps, ou cartes de type. L'idée est de définir un type ou une interface qui fait la correspondance entre les noms des balises, des chaînes de caractères et les types d'éléments DOM réels. Par exemple, type AllElements égale a HTML anchor element, div HTML div element, span HTML span element, etc. Une sorte de dictionnaire de type. C'est ça. Ensuite, notre fonction createElement utilise un générique qui est contraint par les clés de cette carte. T extends key of all elements. Elle prend en argument tag.t. Donc T ne peut être que A, div, span, etc. Et elle retourne quoi? Elle retourne all elements T. Si T est A, elle retourne all elements A, c'est-à-dire HTML anchor element. Magique. Et pour les propriétés optionnelles spécifiques? On ajoute un deuxième argument, disons props, dont le type serait partial all elements T. Partial rend toutes les propriétés de all elements T, donc href, target.a, optionnelles. On peut passer celle qu'on veut. Et on peut même utiliser la HTML tag name map qui existe déjà dans libdom.ts de TypeScript. Absolument. C'est la base idéale. Et on peut l'étendre si on a les Web Component Custom, par exemple. C'est vraiment puissant pour typer correctement le DOM. Un cas encore un peu plus pointu. Certains frameworks, je pense à Vue.js par exemple, ont des objets de configuration un peu complexes. Le mot-clé this n'a pas la même signification, pas le même type selon qu'on est dans une fonction de data, de computed ou de methods.
comment on type ça proprement? Ah, le this contextuel. TypeScript a un outil un peu spécial pour ça. ThisType. Ce n'est pas un type qu'on utilise directement sur une variable, mais un type marqueur qu'on place dans la définition d'un type d'objet pour influencer le type de this à l'intérieur de ces méthodes. Comment ça marche concrètement? Imaginons qu'on définisse le type pour l'option computed. On pourrait écrire .computed, computed properties, and this type data properties. Ce this type data properties dit à TypeScript, attention, dans les fonctions définies à l'intérieur de cet objet computed, la valeur de this doit être considérée comme ayant le type data properties. D'accord, donc le this à l'intérieur des fonctions computed pointerait vers les données. Exactement. Et pour les methods, ça peut être encore plus compliqué. Genre, .methods, method definitions, and this type data properties, and computed result types, and method definitions. Ça demande souvent de créer des types intermédiaires comme computed result types qui extrairaient les types de retour des computed, mais ça permet de typer très précisément ces API ou ces dynamiques. Ça demande un peu de mise en place, mais ça résout un problème complexe. Un dernier point qui revient souvent. Quand on passe un tableau d'objets littéraux à une fonction générique, par exemple un tableau de route, route égale pass.nul component comp A, path.about component comp B. TypeScript a tendance à élargir le type de pass. Au lieu de garder nul ou about, il voit juste string. Et on perd cette information précise. Oui, c'est l'élargissement de type par défaut pour les littéraux dans des contextes mutables, comme un tableau. C'est souvent pas ce qu'on veut pour des configurations comme les routes. La solution, c'est d'utiliser le modificateur const, mais placé devant le paramètre de type générique dans la signature de la fonction. Const devant le T. Comment ça? On définirait la fonction comme ça. Function createRouter. Const T extends route, routes.t. Ce const placé là, c'est une indication pour TypeScript. Ça lui dit, quand tu infères le type T à partir de l'argument routes, traite ce tableau comme s'il avait été déclaré avec asConst. Ah! Donc ça va préserver les types littéraux exacts pour les propriétés comme path? Exactement. T capturera le type path, faux component, faux path about, faux component, avec les chaînes littérales, au lieu de path string component. Et l'avantage, c'est que la personne qui utilise la fonction createRouter n'a rien de spécial à faire. C'est ça la beauté du truc. L'utilisateur passe son tableau normalement. C'est la fonction elle-même qui, grâce à ce consté, demande à TypeScript de faire une inférence plus précise. Et ça permet ensuite d'avoir une autocomplétion géniale et une vérification de type très fine, par exemple pour une fonction de navigate qui n'accepterait que un ou about. C'est subtil mais drôlement efficace. Bon, on a fait un bon tour d'horizon. Ce qu'on retient, c'est que les génériques sont vraiment essentiels en TypeScript. Ils sont la clé pour écrire du code qui est à la fois réutilisable et flexible, comme on aime en JavaScript, mais sans sacrifier la robustesse et la sécurité apportées par les types. Tout à fait. Ils permettent de créer des fonctions, des classes, des types, des composants, qui fonctionnent avec une variété de types tout en maintenant des relations précises entre eux. Et quand on les combine, comme on l'a vu, avec les mapped types, les assertions, ou même les types conditionnels qu'on n'a pas abordés aujourd'hui, Une autre fois peut-être. oui, ça ouvre la porte à la modélisation d'API vraiment très sophistiquée. Et surtout, ça réduit énormément l'effort de maintenance quand le code, ou les données, évoluent. C'est vrai que ça laisse songeur. Si on peut manipuler et générer les types de façon aussi dynamique, où s'arrête-t-on? Est-ce qu'il y a un risque que cette méta-programmation des types, comme on l'appelle parfois, devienne elle-même un labyrinthe? C'est une excellente question. Il y a clairement un équilibre à trouver. La puissance est immense, mais elle peut venir au prix de la complexité et de la difficulté à comprendre le code des types eux-mêmes. Un équilibre délicat entre la puissance et la clarté, sans doute. De quoi réfléchir pour la suite.